chers doyens, chers directeurs généraux de CHU, chers présidents de commission médicale d'établissement, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, je suis très heureux, en tant que président de la conférence des doyens des facultés de médecine de France, de vous accueillir pour ces 18e assises hospitalo-universitaires, placées sous le thème de quel modèle hospitalo-universitaire pour demain. Pourquoi ce thème ? Parce que je crois que nous sommes à une période charnière ou critique du modèle hospitalo-universitaire qui, à l'évidence, s'essouffle. Beaucoup d'indices le démontrent. Lui redonner un souffle nouveau, le moderniser pour lui redonner une attractivité forte est un objectif essentiel auquel nous devons nous atteler avec détermination. Le laisser évoluer serait irresponsable pour nos élèves, mais aussi pour la qualité de la recherche et celle du soin d'excellence et de recours portés par les CHU en France. Nous aurons, en plus de l'intervention des ministres dans quelques instants, 7 sessions qui nous permettront, je l'espère, de faire avancer notre réflexion pour construire l'avenir du modèle HU. Le programme de ces sessions a été travaillé en interconférence et en interprofessionnalité. Je remercie très sincèrement les pilotes des groupes de travail comme ceux qui ont contribué à sa mise en forme. Ce programme est dense, aussi je demanderai aux modérateurs d'être les gardiens du temps. Je souhaite dès maintenant remercier Philippe Elsaïr et Rémi Salomon pour nos échanges riches, constructifs, parfois contradictoires, mais qui nous ont permis de construire ces assises et de porter la voix de nos 3 conférences ensemble et au plus haut niveau. Ce temps de rencontre, d'échange et de réflexion en interconférence est un des temps forts de notre vie hospitalo-universitaire. Aussi, je nous souhaite des assises fructueuses nous permettant de construire l'avenir avec sérénité. Je vais maintenant passer la parole pour ce petit mot d'introduction à Madame Fabienne Darcet. Messieurs les présidents des différentes conférences, mesdames, messieurs, c'est un grand honneur pour moi de représenter, lors de ces assises hospitalo-universitaires, la conférence des enseignants en maïeutique qui réunit l'ensemble des structures de formation des sages-femmes. Je remercie les conférences organisatrices et tout particulièrement M. Weber, président de la conférence des doyens des facultés de médecine, de nous avoir conviés à cette manifestation et de donner la parole aux sages-femmes sur différentes thématiques traitées au cours de ces 2 journées. Notre participation est d'autant plus importante que la loi du 25 janvier 2023, visant à faire évoluer la formation des sages-femmes, prescrit une intégration de toutes les structures de formation à l'université pour septembre 2027, que la formation va s'enrichir d'un 3e cycle court et que des sages-femmes enseignants-chercheurs sont nommés sur des postes universitaires. Dans le même temps, la profession de sage-femme doit aussi s'adapter aux évolutions du paysage de la périnatalité et de la santé génésique. Toutes les conférences ici présentes, nous devons unir nos forces afin de préserver la santé de toutes et tous. Le programme de ces journées augure d'ores et déjà d'échanges très riches interconférences, et ce, dans un cadre très accueillant. Je nous souhaite de très belles journées. Madame la présidente de la conférence des sages-femmes, messieurs les présidents des conférences, chers collègues, Madame, Messieurs, en vos grades et qualités, la conférence des doyens d'odontologie est particulièrement heureuse d'être associée à ces assises nationales. C'est avec enthousiasme, avec curiosité, mais aussi avec gravité,
et en responsabilité que nous y participons. Quoi qu'ait pu dire le passé, la médecine orale, spécialité des odontologistes, est une médecine comme une autre. Certes, elle possède ses singularités, son attractivité en formation initiale, par exemple, qui n'a jamais été aussi importante, au point même de devoir créer des nouvelles structures d'enseignement et d'être en devoir de réformer ces cycles de deuxième et de troisième cycle d'études. Mais pour le reste, cette spécialité s'inscrit pleinement dans l'entièreté des questions et des solutions qui vont nous occuper ces 2 prochains jours. Il nous faut donc travailler étroitement, intelligemment et en confiance, tous ensemble, pour permettre à notre commun et si précieux modèle hospitalo-universitaire non seulement de survivre, mais plus encore d'être toujours plus adapté aux exigences nombreuses d'aujourd'hui et de demain. Au nom de la conférence des doyens d'odontologie, je vous souhaite d'excellentes 18e assises hospitalo-universitaires. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les doyens, mesdames et messieurs les directrices et directeurs généraux de CHU, présidentes et présidents de CME, mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'université, s'il y en a parmi nous, chère Fabienne, cher Vianney, cher Benoît, chers et chers collègues, je suis ravi de participer au titre de la conférence des doyens de pharmacie à l'ouverture de ces 18e assises nationales hospitalo-universitaires. Ces 2 jours seront, à n'en pas douter, le lieu de réflexion et d'échange pour poser un regard lucide sur notre modèle hospitalo-universitaire et contribuer, je l'espère, à son renouveau avec des ambitions à la hauteur des enjeux de notre système de santé et de la santé de nos concitoyens. La crise sanitaire a révélé l'importance du maillage territorial assuré par les établissements de santé, et en premier lieu les CHU, sur les territoires, aux côtés de l'ensemble des professionnels de santé, qu'ils soient dans le domaine médical, paramédical ou pharmaceutique. La refondation de notre modèle hospitalo-universitaire impose probablement une vision à l'échelle de ces territoires dans un renforcement indispensable des exercices pluriprofessionnels, du lien ville-hôpital, pour décloisonner notre système de santé. Les questions de la modélisation de la démographie des professionnels de santé, de l'universitarisation des territoires, de l'attractivité de notre modèle HU et des carrières HU, et également de la réingénierie de nos formations de santé sont centrales sans oublier l'absolue nécessité de développer et d'avoir une recherche en santé et une innovation en santé qui permet de répondre aux enjeux de notre souveraineté. En tant que président de la conférence des doyens de pharmacie, je ne saurais terminer sans vous dire à quel point notre filière souhaite contribuer activement et en collaboration avec l'ensemble des partenaires concernés à ce modèle. Et pour cela, il nous faut pouvoir maîtriser notre niveau de recrutement à l'entrée de nos études, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et également disposer d'une réforme du 3e cycle court également, qui permettra la formation de pharmaciens mieux préparés à l'exercice pluriprofessionnel et à leur nouvelle mission de santé publique, telle que nous le concevons aujourd'hui. Voilà, je ne serai pas plus long, je vous remercie et très bonnes assises à vous tous. Messieurs les présidents des conférences, chers collègues, chers doyens et doyennes, je suis ravie que France Université soit présente ce matin pour cette ouverture des 18e Assises nationales et sur un thème qui évidemment nous est cher, qui est le modèle hospitalo-universitaire. Et je voudrais à ce propos peut-être dire 2 mots sur à la fois la recherche et à la fois l'universitarisation des professions de santé. La recherche biomédicale a toute notre attention, évidemment. Nous sommes partenaires avec les CHU, avec l'INSERM,
dans cette recherche qui est une recherche d'excellence en France, mais dont on sait, et on a quelques signes et indicateurs qu'elle est en train de décliner, et il y a probablement donc à être assez soucieux de cette évolution de la recherche en biosanté qui est face à une compétition internationale extrêmement rude. Il est donc bien sûr important de parler du financement de cette recherche biomédicale qui est en diminution constante depuis une vingtaine d'années, mais il est surtout aussi important de parler de la collaboration entre les acteurs, et il me semble que c'est tout à fait le lieu de pouvoir travailler ce sujet. Collaboration avec les acteurs parce qu'il suffit d'être en complémentarité et non pas d'être en compétition. Et évidemment, au sein de ces assises, il me semble que nous pouvons en parler assez librement et travailler ensemble à ce que tout soit plus efficace, plus lisible et plus attractif à l'international. Le deuxième point est l'universitarisation des professions de santé. Les universités ont participé pleinement à l'universitarisation des professions de santé, vous le savez, et je pense qu'il y a à travailler désormais sur la recherche en soins. Et c'est peut-être un point qui est important, puisque les universités ne sont pas là simplement pour délivrer un diplôme ou un grade, mais bien pour encourager, en fait, la recherche en soins. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite d'excellentes assises. Merci. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, chère Madame Retailleau, Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention, cher Monsieur Rousseau, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir ouvrir ces 18e assises hospitalo-universitaires. Assises que nous avons placées sous le thème de quel modèle hospitalo-universitaire pour demain. Pourquoi avoir choisi ce thème central ? Simplement parce qu'il apparaît évident à tous les responsables de terrain que nous sommes que le modèle est en crise. Nous sommes clairement à la croisée des chemins. En effet, le modèle HU, lors de sa création en 1958, a été un modèle de rupture, un modèle particulièrement innovant, unique à la France et qui a parfaitement rempli sa mission, garder les meilleurs médecins au CHU et ainsi porter la médecine française au plus haut niveau en termes de médecine de recours, de recherche biomédicale et de qualité d'enseignement. Les médecins de ma génération se battaient pour pouvoir y entrer et bénéficier d'un poste de chef de clinique assistant des hôpitaux. Aucun d'entre nous n'aurait refusé une carrière hospitalo-universitaire. Aujourd'hui, la situation est bien moins satisfaisante. Le statut hospitalo-universitaire ne fait plus rêver les jeunes générations pour des raisons multiples que nous aborderons durant la session sur l'attractivité HU. Sommes-nous vraiment certains de toujours garder les meilleurs de nos élèves au CHU ? Plusieurs signaux d'alarme sont visibles, dont notamment le fait que depuis 2 ans, 5% des postes de CCA sont laissés vacants sur l'ensemble du territoire. C'est du jamais vu. Cela signifie que le vivier des futurs HU titulaires est progressivement en train de s'assécher. Dans certaines villes de faculté, des disciplines, et pas des moindres, n'auront pas de relève universitaire à court terme. Je pense notamment à l'anatomie-pathologie, à la chirurgie pédiatrique ou à la dermatologie, disciplines qui ne seront plus enseignées. Le cercle vicieux de l'apoptose sera alors enclenché. Et pourtant, l'attractivité hospitalo-universitaire est au cœur du système des CHU, eux-mêmes au cœur de notre système de santé, de formation et de recherche. Plus d'hospitalo-universitaires, c'est plus de CHU à court terme. L'heure est venue où il nous faut absolument moderniser le modèle, car ce modèle HU est efficace et résilient. La crise du Covid nous l'a montré.
Il est capable du meilleur en termes d'innovation et de soins de recours. Il peut encore porter le système de santé français au plus haut niveau si on se donne la peine de le rendre compatible avec la jeune génération, si on l'adapte au XXIe siècle. Au-delà de la modernisation du statut de CCA qui me paraît incontournable, les jeunes générations aspirent à une organisation du travail modernisée et finalement à une sanctuarisation du temps de travail universitaire, leur permettant notamment une activité de recherche posée et efficiente. La compétition mondiale sévère pour une recherche biomédicale reconnue, l'augmentation importante du nombre d'étudiants en santé, les réformes des études médicales, souvent structurantes, mais parfois complexes, l'universitarisation des professions paramédicales, une activité clinique souvent débordante, tout cela consomme du temps universitaire. Il nous faut sûrement nous réorganiser, mais il nous faut aussi être plus nombreux pour remplir correctement toutes nos missions. Madame la ministre, Monsieur le ministre, je pense me faire le porte-parole de tous les doyens, mais aussi de tous les hospitalo-universitaires, pour vous dire que nous croyons au modèle hospitalo-universitaire français, à son efficience et à sa place centrale et structurante dans le système de santé. Qu'il ne nous paraît pas si compliqué de lui donner un souffle nouveau pour une ou deux générations. Nous vous avons fait des propositions pour cela. Notre attente est très importante et nous avons besoin de visibilité, de perspectives d'évolution crédibles et concrètes à court et à moyen terme. Merci beaucoup pour votre attention. Madame la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention, chers collègues, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chaque Français, je devrais dire aujourd'hui, chaque personne qui vit en France même, sait où se trouve le CHU. Que si la maladie est très grave, que si son enfant a une maladie rare, que si la blessure est complexe ou la fracture complexe, il trouvera au CHU les équipes très spécialisées qui pourront le prendre en charge. Que si un virus déferle sur le pays, comme nous l'avons vu avec le coronavirus au printemps 2020, les CHU sont capables de faire face. On a tenu la barre. Bientôt 4 ans, mais on s'en souvient, on était, Monsieur le ministre, au front ensemble, et c'est des moments qu'on n'oublie pas. Mais il sait aussi que partout où il habite, et ça arrive maintenant malheureusement de plus en plus souvent, l'hôpital qui est à côté de chez lui n'est pas toujours en capacité de le recevoir 24 heures sur 24. Il sait, ce concitoyen, que s'il fait quelques kilomètres, il trouvera toujours le CHU, nous serons toujours là. Le CHU joue un rôle essentiel, majeur, capital dans notre système de santé. Nous savons aussi que nous avons un rôle majeur à jouer, et on est attendu pour cela, pour former plus de professionnels, plus de médecins, plus de professionnels de santé, et on sait tous que, compte tenu du déficit actuel, c'est un enjeu capital pour les années qui viennent, et donc pour cela, nous devons renforcer le CHU. Mais, et le doyen Weber vient de le dire, vous connaissez aussi nos inquiétudes, les risques qui pèsent sur nos équipes, la concurrence difficile parfois avec le privé dans certaines disciplines, les conditions de travail, des différences de salaire qui font qu'il est parfois difficile de retenir les collègues au CHU. Enfin, nous savons le rôle que nous jouons dans la recherche et l'innovation. Le président de la République, dans son discours jeudi dernier, a à plusieurs reprises cité le CHU, et donc nous voulons continuer de jouer notre rôle de leader dans le domaine de la recherche. Continuer de faire de la recherche au plus haut niveau. Il faut pour cela garder du temps à certains d'entre nous, certaines d'entre nous, de s'y consacrer pleinement. Et pour cela, il faut que nous soyons plus nombreux. Enfin, il faut que le CHU s'ouvre sur le territoire et que chaque Français sache à quelque endroit qu'il habite, quelles que soient ses conditions, il aura accès aux fruits de nos recherches et de l'innovation. Et je pense qu'il faut également que nous puissions faire plus de recherches dans les domaines dont on sait qu'ils sont aujourd'hui prioritaires, les domaines de la prévention et la recherche en soins primaires. Donc, dans le
temps qui est, comme l'a dit Benoît Weber, nous sommes à une période à la fois où les enjeux sont majeurs et on attend beaucoup du CHU, mais également il y a des signes de fragilité, de fissure, et donc il faut absolument, plus que jamais, que nous renforcions le CHU dans toutes ses composantes. Et donc, je souhaite que pendant ces assises hospitalo-universitaires, ces sujets, et nous sommes venus vous voir, les 3 conférences, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, pour vous exposer des propositions simples. Et donc, vous savez que l'attente des communautés hospitalières des CHU sont fortes. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, nous avons tous en héritage, dans nos fonctions respectives, le modèle HU et le CHU français. Ce modèle a porté la médecine française au plus haut niveau, au point de devenir un grand soft power à la française. Ce modèle, nous le devons en effet à l'audace prodigieuse, à l'esprit iconoclaste de Robert Debré, illustré notamment par le statut de bi-appartenant qui transgresse les frontières de l'hôpital et de l'université. Ce modèle repose sur une promesse simple qui a fonctionné. Attirer et fidéliser les meilleurs de leur génération à l'hôpital public. Lorsque nous avons commencé nos carrières, en effet, personne n'aurait imaginé, ne serait-ce qu'une seule seconde, renoncer à une telle perspective. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement contraints de constater que cette promesse n'est plus aussi certaine que par le passé. Malgré les mesures que vous avez prises récemment sur la retraite des HU, que nous attendions de longue date, sur l'abondement des crédits mairie conformément au Ségur, et nous y sommes sensibles, l'essoufflement du modèle n'a pas été enrayé. Pourtant, le modèle est bon, ça a été dit, et le CHU n'a jamais été aussi nécessaire pour irriguer les territoires et permettre cet accès aux soins auxquels nos concitoyens sont à juste titre attachés, pour former les professionnels de santé dont nous avons un besoin criant, pour permettre à la recherche médicale de relever les défis d'une compétition mondiale qui est sans précédent, pour faire de la France le grand leader en matière d'innovation en santé en Europe et contribuer à la réindustrialisation du pays par les territoires. Réservoir prodigieux de talents, lieu d'innovation foisonnante, les CHU sont aujourd'hui de grandes infrastructures stratégiques et finalement un atout maître pour permettre au pays de relever les défis qui sont les siens. Sur la base de ce constat finalement paradoxal, celui d'un essoufflement, mais aussi celui d'un potentiel extraordinaire, nos conférences ont convergé sur 10 propositions réalistes. Plusieurs d'entre elles n'ont pas de coût, car il n'y a pas de rebond sans capacité de remise en cause. Aussi, nous appelons à une relance historique du modèle. Cette relance passe d'abord par la restauration de l'attractivité HU, c'est-à-dire le cœur du modèle. Les directeurs généraux de CHU que je représente considèrent que cette relance ne doit pas être faite seulement pour les hospitalo-universitaires, même s'ils le méritent amplement. Il faut le faire pour le CHU, il faut le faire pour un système de santé fort, il faut le faire pour le pays. Les institutions et les professionnels que nous représentons, notamment les plus jeunes, sont, ça a été dit et vous l'imaginez, très en attente de l'accueil de nos propositions par le gouvernement pour donner corps à cet élan, à ce souffle, à cette relance historique que nous sommes prêts à porter à vos côtés et que nous appelons de nos vœux. Je vous remercie. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, chère Sylvie Retailleau, Mesdames et Messieurs les présidents de conférences organisateurs des assises hospitalo-universitaires, Monsieur le Président de la Conférence des doyens, cher Benoît Weber, Monsieur le Président de la Conférence des directeurs généraux de CHU, cher Philippe El-Saïr, Monsieur le Président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des CHU,
cher Rémi Salomon, Monsieur le Président de la Conférence des doyens des facultés de pharmacie, je ne dis plus cher, mais il n'y a pas à y voir quelques mises à distance que ce soit, c'est parce que le discours est long. Monsieur le Président de la Conférence des doyens des facultés d'odontologie, Monsieur le Président de France Université, Mesdames et Messieurs les doyens, présidents de CME, directeurs généraux, Monsieur le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, cher Nicolas Revel, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers amis. Au pays de Pasteur et de Curie, nous avons en France un devoir d'excellence dans les domaines de la médecine et de la recherche scientifique. Les CHU en sont l'incarnation. C'est pour cela qu'il était particulièrement important pour moi, et je crois pouvoir le dire pour nous avec Sylvie Retailleau, d'être parmi vous aujourd'hui pour un exercice qui n'est pas simplement un passage obligé, mais qui est pour nous autant un moment fort pour la communauté des hospitalo-universitaires que pour l'affirmation de la politique et des attentes aussi du gouvernement sur les champs que vous avez déjà tous les trois largement abordés. Nous le savons tous, les centres hospitalo-universitaires ne sont pas épargnés par la crise. Crise de recrutement, crise d'attractivité, fermeture de lits, et comme tous les établissements de santé, le tribut payé en termes d'activité empêchée est particulièrement pesant pour les professionnels et oblige à recomposer en permanence les organisations. Cette exposition est encore plus aiguë pour les CHU au sens où ce sont ces mêmes établissements qui sont sollicités régulièrement par les centres hospitaliers généraux pour sécuriser les fonctionnements de certains services au point parfois de fragiliser les activités de recours et de référence. Et ce sont encore ces mêmes CHU qui voient l'exercice de leur mission altéré par la fragilisation du vivier des candidats aux fonctions HU et la prédominance du soin sur les missions de recherche et de formation dans un contexte de mutation accélérée des exigences de vos jeunes confrères et des défis à relever dans le champ des ressources humaines. Mais, et je le dis tout de suite, une partie de ces exigences et de ces attentes qui sont au cœur du défi de l'attractivité traversent bien au-delà du champ des HU, la société et le monde du travail tout entier, et le champ de la santé en particulier. Ce n'est donc pas une crise que les CHU doivent gérer, mais trois crises qui s'emboîtent et s'additionnent. Pour autant, malgré ces crises, malgré les doutes que légitimement certains d'entre vous ressentent, vivent au quotidien, avoir votre communauté ici rassemblée, j'ai la conviction que l'on doit peut-être en revenir à ce fameux triptyque, un tout petit peu daté idéologiquement, mais qui fait le vieux, la crise, le neuf. Et ce que je ressens en premier lieu comme ministre de la Santé et de la Prévention aujourd'hui, c'est d'abord évidemment une immense fierté, mais un sentiment de responsabilité et de détermination face aux défis que vous avez très clairement posés. Fierté que nous ayons en France, et je le dis au-delà d'un propos de tribune, mais je pense que c'est au fond, et y compris Rémi y a fait référence, quelque chose qu'il faut redire. Fierté que nous ayons en France un réseau exhaustif, puissant et unique de 31 structures hospitalo-universitaires rassemblant à travers le pays le meilleur de la médecine et ce que notre université a de meilleur en termes de recherche et de formation au service de notre santé. Une fierté qui, Monsieur le Président de l'INSERM, il y a un problème dans les citations, cher Didier Samuel, le meilleur en termes de recherche et de formation au service de notre santé. Et cette fierté, elle implique forcément de hautes exigences que nous devons nous imposer collectivement,
Alors il est vrai qu'il est toujours tentant, quand il y a deux ministres à la tribune, de leur adresser des attentes et des demandes, mais je pense, et votre synthèse et vos 10 propositions le montrent aussi très clairement, que vous mesurez que ce mouvement, c'est un mouvement collectif que nous devons faire. Nous, sur être à la hauteur de la situation et des attentes que vous exprimez, mais sans doute le modèle lui-même, et c'est ce que vous faites aujourd'hui, de s'interroger lui-même sur ces évolutions. Dans l'ouvrage qu'il a consacré à la vocation française de son grand-père, Patrice Debray nous livre une phrase qu'on lui aurait confiée à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire des premiers CHU parisiens de Saint-Antoine et de la Pitié-Salpêtrière. C'est celle-ci. La réforme hospitalo-universitaire de 1958, c'est comme la Constitution de la France. Elle est suffisamment robuste pour être encore irremplaçable un demi-siècle plus tard. Si je me permets de reprendre à mon compte cette comparaison, c'est que, d'une certaine manière, comme la loi fondamentale d'octobre 1958, les ordonnances Debray sont le socle institutionnel sur lequel repose la construction hospitalo-universitaire, et elles ont instauré un modèle unique au monde qui reste structurant. Mais, comme notre Constitution est un texte vivant, qui dure car il évolue, sans cesse pour prendre en compte des enjeux nouveaux, le modèle hospitalo-universitaire est également et restera un modèle d'avenir s'il sait lui-même évoluer, en puisant dans sa singularité et la robustesse de ses fondations, la capacité de se transformer pour faire face aux défis nouveaux qui s'imposent et saisir l'intégralité des opportunités d'un progrès médical, technologique et scientifique qui s'accélère sans cesse. Car si je partage avec vous la conviction de la pertinence de l'esprit et les fondamentaux de ce qu'on appelle encore la réforme Debray, qui ont permis de hisser la médecine et la recherche française au plus haut niveau, force est de constater que le contexte mondial et sociétal, je l'évoquais tout à l'heure, est radicalement différent de celui dans lequel elle avait été conçue. Plusieurs rapports, et ils ne datent pas d'hier, ont fait état d'un certain essoufflement qui appelle des réponses fortes, et c'est tout le sens de la question que vous avez choisi de vous donner pour thème à l'occasion de ces 18e assises nationales, 18e assises, donc celle sans doute de la majorité. Et cette question, je souhaite évidemment que nous y travaillions ensemble pour construire une réponse robuste, durable. Et je dois dire, et Sylvie le dira mieux que moi dans son champ, que nous avons accueilli les 10 propositions que vous avez formulées comme autant d'éléments rejoignant toute une partie des préoccupations sur lesquelles, quelles que soient nos places et nos fonctions dans ce système, nous avons touché du doigt. Mais je veux le redire ici, tout autant que vous, je suis attaché au modèle hospitalo-universitaire et je crois en l'excellence de ce modèle fondé sur la complémentarité entre ces 3 missions de soins, de formation et de recherche. J'ajouterai cette 4e mission sur laquelle je reviendrai, qui est sans doute, pour compléter votre omniscience, la mission managériale. Je suis convaincu que l'enseignement, la recherche et l'innovation sont nécessaires, indispensables au rebond de l'hospitalisation publique. Je suis convaincu que la recherche portée par les CHU et que l'enseignement porté par les CHU sont essentiels pour orienter et appuyer, Rémi Salomon y a fait référence à la fin de son discours, nos politiques de santé publique et notamment de prévention. Et je suis convaincu que les CHU sont des acteurs clés des mutations à l'œuvre dans l'organisation territoriale de la santé et dans notre stratégie de recherche biomédicale. J'y reviendrai. J'en veux pour preuve l'aboutissement récent de 2 mesures que Philippe El-Saïr a citées, qui sont 2 sujets importants, tant d'un point de vue pratique que symbolique, que nous avons eu à cœur, Sylvie et moi, de porter personnellement dans les tout derniers mois. Je pense bien sûr ici à la prise en compte des émoluments hospitaliers dans le calcul de la retraite des HU titulaires MCU et PUPH,
Et si je me réjouis que cette réforme puisse entrer en vigueur dès 2024, je ne la qualifierai pas, ou je n'aurai pas l'outrecuidance de la qualifier en tant que telle de progrès, car ça n'est rien de plus que la juste reconnaissance sociale de l'exercice médical des HU et la correction d'une anomalie historique de plus de 65 ans. Je mesure aussi qu'avec cette mesure, nous n'épuisons pas le sujet, nous accompagnerons la réforme pour que celle-ci puisse pleinement produire ses effets et améliorer concrètement le niveau de remplacement des professionnels HU lorsque ceux-ci liquident leurs droits à la retraite, y compris pour ceux qui sont en deuxième ou en troisième partie de carrière. J'ai entendu des craintes et nous devons renouveler nos explications comme nous devrons démontrer notre capacité à répondre aux différentes situations rencontrées. C'est dans ce même état d'esprit que je mentionnerai la confirmation de l'engagement Ségur d'une augmentation de 50 millions par an de la mairie dotation socle. Il était pour moi impératif, dans un contexte extrêmement tendu budgétairement, de respecter la mise en œuvre d'une décision correspondant à une demande légitime et de longue date de la communauté hospitalière et évidemment d'honorer l'engagement pris en 2020 devant les acteurs de la santé et la représentation nationale. Il faut voir ces deux mesures non comme une fin en soi qui justifierait que j'arrête là mon discours en me disant que j'ai acheté la paix pour quelques semaines, mais comme un préalable que j'ai tenu à mettre en place rapidement pour un travail de plus longue haleine que nous souhaitons mener avec vous. L'enjeu est de renouer à notre époque avec la promesse d'excellence de la réforme de Bray et de mobiliser pour cela tous les atouts incontestables de notre recherche, de notre médecine et de notre capacité de formation. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les doutes, les questions, les crises, nous avons tout de même un certain alignement de planètes, avec à la fois une dynamique collective des communautés hospitalo-universitaires que je tiens à saluer, avec une volonté politique inébranlable que nous partageons avec Sylvie Retailleau de réussir la redynamisation du modèle hospitalo-universitaire pour le moderniser et le projeter dans l'avenir, afin que les CHU continuent d'être les vaisseaux amiraux de la transformation de notre système de santé. Mesdames et messieurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer les membres de vos conférences au cours des dernières semaines. Au-delà du caractère constructif de chacun de ces rendez-vous, j'ai pu constater qu'il existe entre vous une réelle convergence de vues, non seulement devant les constats lucides, nuancés aussi que vous dressez, comme sur les problématiques que vous partagez, mais également sur la manière d'y répondre et chacun d'y prendre sa part. J'en veux pour preuve, et je le redis, la pertinence des propositions issues de votre plateforme commune, qui sont à la fois, selon moi, ambitieuses, adaptées et réalistes. Une coalition exemplaire qui vous permet d'être une force de proposition conjointe, à laquelle j'ai déjà pu apporter mon soutien, et redire que ces sujets sont au cœur des priorités de l'action du gouvernement. Je pense bien sûr au mouvement important de réforme de la gouvernance et de notre stratégie nationale de recherche biomédicale. La recherche publique française, son excellence, son attractivité font partie des projets structurants de l'action menée sous l'égide du Président de la République avec des investissements majeurs permis par le plan France 2030 et la loi de programmation sur la recherche. Ce sont ces investissements et ces projets qui peuvent nourrir une énergie réformatrice qui a permis d'engager une vaste transformation du rôle et des missions des grands organismes nationaux de recherche, au premier rang desquels l'INSERM. Une transformation adossée à une mission que nous avons confiée avec Sylvie et Roland Lescure à Anne-Marie Armenteras et Manuel Tudon-Delara, que je remercie pour leur engagement essentiel dans la définition d'un cadre ambitieux pour les transformations à venir. Et ces transformations à venir, elles sont nombreuses. La programmation et le financement de la recherche biomédicale, la définition d'une véritable politique de site et la simplification des conditions de recherche. Ce dernier point est essentiel pour continuer d'attirer les meilleurs talents venus du monde entier.
Dans les orientations de cette mission, comme dans ses applications concrètes, je veillerai, mais je crois qu'il faut que vous mesuriez à quel point ce jeu est toujours un nous avec Sylvie, je le redis, nous veillerons à ce que nous construisions avec vous la place des CHU dans cette nouvelle agence de programme qui doit voir le jour comme dans le paysage de la recherche biomédicale française dont vous resterez plus que jamais des piliers autant que des pivots. C'est sans doute architecturalement un peu compliqué, mais de toute façon, il va falloir être imaginatif. En effet, depuis plus de 60 ans, les CHU sont des acteurs majeurs de la recherche médicale, des lieux privilégiés d'interface entre les soins malades et la recherche fondamentale, débouchant sur une recherche clinique translationnelle internationalement reconnue. Et le volume de publications reste en constante hausse et vous représentez aujourd'hui près de 60% des publications dans le domaine biomédical. Votre place n'est donc pas à prouver, elle est à conforter. Je vous réaffirme ainsi qu'une attention particulière, et ce n'est pas Didier Samuel qui me contredirait, qu'une attention particulière sera évidemment portée dans l'articulation entre les CHU et l'INSERM, comme l'ensemble des acteurs de la recherche biomédicale, dans les interactions de chacun et dans leurs missions respectives. Le président de la République, du reste, dans son discours de jeudi dernier, l'a redit explicitement à plusieurs reprises. L'annonce de la création d'une stratégie, par ailleurs, ça c'était lundi, de la création donc d'une stratégie d'accélération dédiée à la recherche sur la prévention s'inscrit dans cette ambition, le président de la République ayant annoncé que 200 millions d'euros du plan France 2030 y seront consacrés. Mais je pense également à la formation, sur laquelle Sylvie reviendra beaucoup plus longuement que moi, qui est l'une des briques les plus importantes aussi de ma feuille de route en tant que ministre de la Santé et de la Prévention. Le déploiement simultané des réformes de premier, deuxième et troisième cycle des études médicales est particulièrement exigeant et je sais que nous avons quelques échéances à franchir. Je pense notamment à l'examen validant des ECOS sur lequel vous avez appelé mon attention. Alors qu'il y a un vrai enjeu à former plus de médecins, mais aussi de professionnels de santé et de professionnels paramédicaux, le nombre d'étudiants dans les CHU augmente chaque année, mais de façon hétérogène. Et je pense au sujet de la formation dans les disciplines que le doyen Weber a pu évoquer. J'y ajoute la discipline pharmaceutique. Nous avons des enjeux démographiques pour faciliter la mise en œuvre, et nous avons des enjeux de démographie évidemment, et l'enjeu de faciliter la mise en œuvre des réformes souhaitées depuis longtemps, en particulier la place des étudiants de troisième cycle. Et c'est là que je pense aux enjeux en particulier de la formation en odontologie, avec notamment le nécessaire déploiement de nouvelles facultés. Je pense également à l'évolution de la formation de sage-femme, à la poursuite de son adaptation aux transformations profondes de la profession, en particulier en réussissant la mise en œuvre de la 6e année. Sans oublier, et le dire ici n'est pas me tromper de lieu pour faire ce discours, le développement de la pratique avancée, des plateformes de simulation en santé qui se renforcent sans cesse et qui sont l'une des composantes majeures des nouveaux déterminants de l'attractivité des métiers de santé qu'il nous faut absolument saisir. Aussi bien pour fidéliser nos forces vives que pour inciter les jeunes à être toujours plus nombreux à les rejoindre. Tout cela, mesdames et messieurs, me fait dire que nous avons les leviers pour réussir, cette réussite n'est pas écrite d'avance, mais que nous pouvons disposer de moyens, d'une réelle volonté politique, au-delà même des représentants ici du gouvernement, et une dynamique de coalition vertueuse qui anime toute la communauté HU. J'évoquais, et je veux en dire un mot dans cette dernière partie à l'instant, les nouveaux déterminants de l'attractivité, en particulier chez les jeunes HU, qui n'entendent plus exercer leur métier comme autrefois, cette autrefois n'ayant quelquefois que quelques années. Et on peut, comme dans le reste du système de santé, se désespérer de cette situation où un médecin libéral part en retraite et il en faut 2 et quelques pour le remplacer.
Mais ce n'est pas comme si ce constat, on ne le faisait pas dans l'ensemble du monde du travail. Et je pense que de toute façon, il faut considérer ces nouvelles aspirations comme légitimes et construire avec. Et vous avez parfaitement saisi cet enjeu qui se reflète dans les 3 axes de votre plateforme de proposition: adapter les conditions d'exercice aux attentes des plus jeunes, moderniser et revaloriser les statuts des HU et préserver le temps d'enseignement et de recherche. Je ne reviendrai pas dans le détail de chacune des propositions qui, je le répète, m'ont toutes semblé pertinentes et qu'il convient désormais d'approfondir rapidement ensemble. Je considère à cet égard que nous devons aller au bout des mesures annoncées lors des accords du Ségur et de son volet attractivité des personnels hospitalo-universitaires. Je citerai notamment parmi vos propositions la mesure qui concerne la contractualisation par service de l'exercice des 3 valences HU, c'est-à-dire au sein de l'équipe, puis en fonction de chaque hospitalo, de la situation et des désirs de chaque hospitalo-universitaire. Ça va être en gestion un tantinet plus compliqué, mais je pense que c'est la condition pour y arriver. Cette évolution me semble particulièrement emblématique de l'esprit de ce que nous voulons construire. Elle répond d'abord aux aspirations des jeunes médecins hospitalo-universitaires en leur permettant d'adapter leur carrière au fil des événements de leur vie et de l'évolution de leurs projets professionnels et personnels. Elle repose sur une dynamique collective au niveau du service, échelon clé que nous voulons renforcer. Elle permet enfin de donner une cohérence globale entre les équipes aux missions de soins et d'enseignement et de recherche au niveau du CHU comme de l'UFR. Il convient enfin, ou encore, de préciser le portage juridique et managérial de cette évolution, parce que nous n'y sommes pas pour l'instant et c'est redoutablement complexe, mais je vous redis ma détermination à avancer très rapidement dans cette voie. Je vous proposerai dans ce cadre un travail et un calendrier précis, reprenant les actions arbitrées il y a quelques années et non encore mises en œuvre. Ces actions seront complétées par un effort particulier sur la modernisation des statuts HU titulaires et non titulaires, avec l'alignement des obligations de service à 10 demi-journées, l'accès aux droits sociaux de droit commun des autres agents publics. Une sécurisation, je pense que c'est essentiel, une sécurisation de la gestion statutaire des chefs de clinique assistants des hôpitaux, tant on sait que ce statut, qui pendant longtemps était le sas vers le Graal, peut être aujourd'hui parfois le purgatoire et le sas vers le décrochage de la motivation. Ce statut est confronté à des difficultés redoutables de recrutement alors qu'il est le vivier décisif pour l'avenir des HU et qu'on ne peut demander à ces jeunes professionnels de porter à la fois plusieurs valences et d'accepter une précarité qui n'est à la vérité pas acceptable. J'ai évoqué le rôle central du service et c'est notamment à cet échelon que tous les maillons managériaux au sein des CHU doivent faire l'objet d'une redéfinition de leurs fonctions pour redynamiser les collectifs et vivifier le sentiment d'appartenance. Si je me permets cette remarque, c'est que je pense que celle-ci ne relève pas de nous, ici, ministres. Elle relève de votre engagement, mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les présidents de commissions médicales d'établissement. Redynamiser les collectifs, redonner confiance dans ces équipes qui se connaissent et vivifier le sentiment d'appartenance, je le redis. Et je crois, et c'est là qu'il y aura en permanence des allers-retours entre nos obligations respectives, il s'agit pour nous de renforcer, de structurer, de clarifier le rôle des cadres de santé dans le binôme qu'ils forment avec les chefs de service, avec une véritable co-construction du projet médico-soignant. En consolidant parallèlement la formation des médecins exerçant des fonctions d'encadrement, et j'ai été très sensible au fait que ce point apparaisse explicitement dans votre feuille de route. Cette transformation et cette redynamisation interne du CHU doit ensuite irriguer l'ensemble du territoire. J'ai évoqué le rayonnement international de l'excellence HU française, mais elle doit aussi rayonner et profiter à tous à travers l'ensemble des territoires. Votre communauté doit ainsi aller au bout de la structuration des territoires universitaires de formation et de recherche,
sur laquelle vous avez travaillé, sur laquelle nous avons, si je puis dire, déjà des preuves, des evidence-based, sur la puissance que cela peut avoir et sur l'investissement que cela constitue pour les centres hospitalo-universitaires en termes de restructuration d'une gradation des soins. Benoît Weber en a été l'un des premiers défricheurs. Agnès Firmin-Lebaudot reviendra et aura l'occasion d'approfondir ce sujet important avec vous à l'occasion d'une table ronde dédiée à cette universitarisation des territoires et aux manières de la porter ensemble. Et c'est autant la ministre déléguée que l'élu du Havre qui pourra en témoigner. Outre la poursuite du plan de renforcement des effectifs titulaires, sujet important sur lequel nous conduirons des travaux et ferons des annonces partagées avec Sylvie, je m'engage devant vous à financer les valences enseignement et recherche qui pourraient concerner des praticiens hospitaliers dès lors que ceux-ci s'intègrent dans des projets territoriaux. Pour dire les choses autrement, je souhaite et je pense qu'il est possible que les collectivités territoriales s'engagent, mais je pense qu'il est indispensable que l'État soit au rendez-vous de ces projets imaginatifs. Vous avez pu, à juste titre, exprimer combien, quand les établissements de santé d'un territoire font face à des difficultés, cela pèse sur le CHU par ricochet qui fait alors parfois figure de dernier recours ou de dernier rempart. Cette relation des établissements et structures de santé d'un territoire autour du CHU, elle peut aussi avoir une visée tout à fait positive. Quand le CHU innove dans ses pratiques, fait figure de moteur de l'organisation de la gradation des soins, je le disais, quand le CHU soutient les coopérations et l'universitarisation des établissements de son territoire, cela bénéficie à l'ensemble de l'écosystème dans une logique qui, je crois, peut être vertueuse. Et in fine, au bénéfice des patients, de la qualité de vie et de travail des professionnels et de la qualité de la formation. En résumé, il s'agit bien là de positionner les CHU comme les créateurs de valeur en santé qu'ils sont intrinsèquement. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, mon engagement et notre engagement est complet à vos côtés pour que la France réinvestisse dans ses CHU en tant que grande infrastructure stratégique au croisement de toutes les transformations de notre système de santé et de notre recherche scientifique, des mutations de la pédagogie et de nos ambitions en matière d'innovation en santé. Ces assises sont une rencontre importante pour identifier et consolider les leviers en ce sens. Et je veux vous assurer que ce discours n'est pas que l'expression de belles intentions. Une partie des chantiers que vous évoquez, j'avais eu l'honneur d'en défricher une partie lors de Ma Santé 2022, suite à une mission que m'avait confiée Agnès Buzyn. Et je suis bien convaincu que cette matinée, c'est d'abord un rendez-vous pris. D'ici 4 à 6 mois, pour répondre à chacune de vos 10 propositions et partager nos engagements respectifs dans le champ de l'évolution, de la formation, de la dynamisation des statuts, du soutien aux territoires universitaires de formation et de recherche, et pour la rénovation de la recherche biomédicale, une fois que la mission qui est dédiée aura rendu ses conclusions, d'ici 4 à 6 mois, nous devrons avoir répondu ou posé les pierres essentielles de ces différents axes, parce que les décisions et l'urgence, quand vous voyez la vitesse à laquelle certains de vos jeunes confrères ou collègues prennent des choix parfois définitifs, nous n'avons pas le temps d'attendre. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que l'acceptation d'un développement d'une culture commune sur la qualité de vie et de travail des étudiants et des enseignants bi-appartenants est la meilleure garantie du développement d'une culture de la qualité de vie et de travail pour l'ensemble des professionnels de santé et de proche en proche pour l'ensemble de la qualité des soins. Le CHU qui sait faciliter le travail collaboratif entre PH et HU, gérer et soutenir les femmes et les hommes dans les parcours exigeants qui sont les vôtres, et le CHU qu'avec Sylvie Retailleau, nous voulons soutenir. Pour donner corps à nos ambitions communes au service d'une médecine, d'une recherche et d'une formation hospitalo-universitaire, plus que jamais vecteur d'excellence et porteuse de sens et d'avenir. Je vous remercie. Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention, cher Aurélien, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le secrétaire général adjoint de la préfecture des Yvelines, Mesdames et Messieurs les présidents des conférences, Mesdames et Messieurs en vos titres, grades et qualités. Alors,
Tout d'abord, je voudrais vous dire combien je suis heureuse, bien sûr, d'être ici, mais avec Aurélien Rousseau, d'abord m'associer à tout ce que Monsieur le ministre et Aurélien Rousseau a dit. Mon discours, vous allez le voir, va compléter, mais bien sûr confirmer. Et dans ce domaine, aujourd'hui, de cette réflexion des modèles hospitalo-universitaires, la recherche, la science, le soin, la santé, vous allez le voir dans nos discours, forment cette continuité. Donc je voulais vraiment dire, évidemment, je m'associe au discours, je ne vais pas répéter tout ce que Monsieur le ministre a dit, compléter et donner un éclairage sur la valence enseignement supérieur et la recherche. Ces 2 journées aujourd'hui que nous avons l'honneur et ce plaisir d'ouvrir, eh bien, évidemment, elles s'annoncent non seulement passionnantes, mais tout aussi essentielles sur ce monde hospitalo-universitaire dont vous allez mener peut-être un bilan et une certaine réflexion pour l'avenir. Ce moment d'échange, c'est un bel exemple, mais aussi un moment où la pensée et le travail collectif peuvent produire ce qu'il y a de meilleur. Je ne doute pas qu'ensemble, et je crois que Monsieur le ministre l'a effectivement dit, chacun jouant sa part, l'État, vous-même, les conférences, les établissements, j'y reviendrai, mais aussi les collectivités et beaucoup d'autres acteurs du territoire, eh bien, chacun saura dessiner ce nouvel avenir pour que notre système hospitalo-universitaire relève tous les défis auxquels il doit faire face. Ces défis, ce sont aussi bien ces défis dont nous allons parler, et c'est le cœur, il faut qu'un système pour répondre aux attentes marche, fonctionne, soit attractif, mais qu'il pense à s'ouvrir et qu'il pense effectivement à résoudre ces défis et répondre aux attentes des patients et finalement de notre société. Effectivement, à une époque où les crises, qu'elles soient géopolitiques, écologiques, sanitaires, bouleversent cet équilibre entre le monde et puis, je dirais, déplacent les exigences de la vérité, je voudrais dire que la science avec un grand S, demeure l'un des meilleurs moyens pour se prémunir contre cet obscurantisme et une certaine défaite de la pensée. Mère du progrès médical et de l'innovation en santé, il n'est pas rare que la science apporte ses réponses ou des réponses à des questions qu'on ne s'était pas encore posées, mais qui vont nous arriver très vite. C'est ainsi que la recherche, par exemple, sur les champs magnétiques, les aimants, donc faisant part à d'autres domaines et d'autres disciplines, a permis le développement de l'IRM, de tout ce qui est imagerie médicale et plus largement. C'est ainsi encore que la biologie fondamentale et la découverte de l'ARN messager ont permis la mise au point, vous le savez mieux que moi, de nouveaux vaccins et notamment celui contre le Covid. Je voulais parler science parce que pour rappeler que science et soins dans le domaine de la santé sont juste indissociables. Et vous le voyez, pour parler aujourd'hui du modèle hospitalo-universitaire, finalement, c'est pas science et c'est soins, juste le S au carré, c'est vraiment science et soins dans l'ensemble de la vision du champ de la santé qui aujourd'hui est important, de la formation, de la recherche, de l'innovation, du soin et bien sûr tout ce que vous avez dans cet ensemble hospitalo-universitaire. En mettant la santé au cœur de nos existences, cette crise sanitaire a mis aussi en évidence le rôle de nos organismes nationaux au niveau national, de nos universités, de nos structures de soins et de nos CHU, qui font aujourd'hui encore, et je dirais à la fois, et quand ils sont tous ensemble, la force de notre système de santé sur nos territoires, mais aussi quelque part leur faiblesse, peut-être par manque de lisibilité et par manque d'une certaine structuration cohérente du national jusqu'au territoire. Au sein de l'écosystème français, cette recherche en santé occupe une place absolument centrale, avec différents acteurs sur toute la chaîne, de la recherche fondamentale à la recherche translationnelle et clinique, et avec aujourd'hui quelque chose qui pour moi est capital, une grande ouverture interdisciplinaire pour développer cette santé du XXIe siècle. La santé se trouve également au cœur du plan France 2030 annoncé par le président de la République le 12 octobre 2021.
Il s'agit toujours, à travers le lancement de plusieurs programmes prioritaires de recherche, de 5 bioclusters, de ces 12 nouveaux instituts hospitalo-universitaires IHU, de créer non seulement des dispositifs pour des traitements innovants, mais ceci est surtout au service des patients, et puis d'assurer aussi à la France une place de premier rang au sein de ce domaine stratégique à la fois pour son économie, sa souveraineté et bien sûr le soin et le service des patients. La singularité de la recherche en santé tient notamment au statut, à ce statut des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires dont on a déjà beaucoup parlé et qui exercent leurs activités à la fois à l'université et à l'hôpital. Ils se distinguent des autres enseignants-chercheurs par cette fonction hospitalière. C'est notamment de cette singularité que vont justement découler de nombreux enjeux et défis propres au monde hospitalo-universitaire et qui vont déterminer notre feuille de route pour les années à venir. Alors, à une semaine de cette allocution du président de la République au Palais de l'Élysée, je voulais rappeler, comme Aurélien Rousseau, en me joignant sur toute cette chaîne, les éléments principaux de cette étape absolument cruciale pour la recherche française, et je dirais la recherche clinique et le soin, cette chaîne essentielle dont a beaucoup parlé le président de la République. Effectivement, le président de la République a exprimé tout d'abord la confiance qu'il place dans la science et la recherche pour permettre à la France de soutenir cette croissance de son économie et de relever tous ces défis qui sont liés et non en lien avec le domaine de la santé sur les transitions numériques, énergétiques, écologiques, sociales et bien sûr, on en parle depuis tout à l'heure, sanitaires. La loi de programmation de la recherche de 2020, mais aussi l'intensification du programme d'investissement d'avenir France 2030 qui a été lancé en 2021, constituent des témoignages très concrets de cette confiance. En effet, au total, ce sont environ 38 milliards d'euros dont nous bénéficions sur le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche d'ici 2030, dont une partie significative sur le champ de la santé. Il s'agit d'un investissement inédit et la présidence de la République s'est engagée la semaine dernière à encore amplifier l'effort pour cette recherche publique et, comme Aurélien l'a dit tout à l'heure, encore aussi dans le domaine de la santé et de la prévention. Néanmoins, ce nouveau soutien devra s'accompagner d'une réforme de notre système de recherche afin de le rendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus lisible par nous tous, plus lisible par nos partenaires nationaux et internationaux, plus efficace et donc plus performant. Et bien sûr, ces propositions du président de la République, je voudrais rappeler qu'elles tenaient en 3 points. Le premier, c'est justement placer la science au cœur de nos décisions et renforcer l'attractivité de nos métiers, de l'ensemble de nos métiers, et en l'occurrence ici de la recherche, du soin dans le secteur de la santé. Le deuxième, c'est de clarifier les modalités de pilotage de ces différentes structures ainsi que leurs rôles respectifs. Et bien sûr, le troisième, parce que pour faire ces 2 premiers points, aujourd'hui, il est indispensable de simplifier encore et encore pour redonner du temps à la recherche, du temps aux soins et donc du temps à nos enseignants-chercheurs, nos chercheurs et nos hospitaliers. En premier lieu, nous allons confier à nos grands organismes la mission de créer et de piloter de vraies agences de programme. Il s'agit là d'une véritable transformation. Dans le champ de la santé, c'est à l'INSERM qu'a été logiquement confié le rôle d'agence de programme. Aux côtés des universités et des établissements de santé, et évidemment en particulier, Monsieur le ministre Aurélien Rousseau l'a rappelé, et le président de la République aussi, en particulier des CHU. L'INSERM doit avoir un rôle de coordinateur de la recherche dans le domaine de la biologie et de la santé, et nous savons, le défi est immense. Même si le travail a déjà commencé,
est déjà commencé en interministériel, et c'est pour ça qu'il était important et qu'il est important pour nous de venir et de venir toujours, aussi bien dans le domaine plus fortement de l'enseignement supérieur et de la recherche que du domaine de la santé ensemble, au même titre que votre communauté, eh bien de dire que nous ne sommes qu'au début de cette aventure et que nous allons la construire ensemble et qu'elle ne pourra se faire qu'avec et par les acteurs. Je voudrais redire toute ma confiance en Didier Samuel pour arriver à prendre ce rôle de chef d'orchestre avec cette coordination, cette co-construction avec l'ensemble des acteurs sur toute la chaîne, de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche clinique et aux soins. En second lieu, il s'agit de faire des universités les chefs de file de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation sur les territoires, en lien fort, bien sûr, avec les besoins de formation existants. Ici encore, la santé occupe une place singulière et j'y reviendrai. Le président nous a demandé de mener des actions concrètes, mais ambitieuses, dont les premiers résultats sont attendus dans les 18 prochains mois, avec aussi la continuité et la précision d'une feuille de route qui doit être claire et qui doit être, encore une fois, ambitieuse. Revenons maintenant au sujet qui nous occupe aujourd'hui à l'occasion de ces 18e assises hospitalo-universitaires, même si tout ce que j'ai dit avant est au cœur finalement de votre sujet qui est le modèle des hospitalo-universitaires pour demain. L'urgence est aujourd'hui et avant tout au renforcement de ces carrières, des carrières hospitalo-universitaires et de son attractivité. Sur ce point, il me faut commencer par évoquer un certain nombre d'évolutions récentes. Le premier, bien sûr, le Ségur de la santé qui a permis cette première évolution du statut hospitalo-universitaire sur la base des 24 mesures spécifiques qui ont été identifiées par le groupe de travail Attractivité des carrières hospitalo-universitaires. Travail qui était déjà placé sous la double égide des ministères chargés de la santé et de la recherche. Je remercie vraiment les conférences pour leur précieuse contribution à ces réflexions menées par ce groupe et ces réflexions qui continuent encore aujourd'hui à nous nourrir pour les prochaines réflexions. Un certain nombre de ces mesures ont, à l'heure qu'il est, déjà été mises en œuvre. C'est le cas, par exemple, de la revalorisation des grilles des émoluments hospitaliers des MCUPH et des PUPH, de la création d'une prime d'enseignement supérieur et de recherche, la PESR, de la clarification du régime des droits à congé ou encore de l'amélioration de la couverture assurance maladie. Par ailleurs, alors que le nombre d'emplois hospitalo-universitaires est resté longtemps stable, nous avons pu créer une nouvelle dynamique de création nette d'emplois dans le cadre de ce Ségur de la santé et de la mise en place des réformes des études de santé, ou bien encore pour accompagner l'ouverture de nouvelles formations. C'est la création de 3 nouvelles disciplines universitaires, je pense aux sciences infirmières, aux sciences de la rééducation et la maïeutique, qui a permis de créer les conditions d'une meilleure interdisciplinarité au sein même des universités en santé. Sur ce point, j'appelle de mes vœux une évolution du statut de ces nouveaux enseignants-chercheurs, aujourd'hui déjà mono-appartenants, et qui demain, je le souhaite, devraient être bi-appartenants avec le ministère de la Santé, tant l'activité de soins est indissociable de l'activité d'enseignement et de recherche dans ces disciplines de soins. Néanmoins, il reste encore de nombreux efforts à faire pour renforcer cette attractivité des carrières hospitalo-universitaires. En premier, il apparaît que parmi les différents emplois, celui de chef de clinique universitaire, assistant hospitalier, est particulièrement touché, Monsieur le ministre l'a dit, par ce manque d'attractivité. Je voudrais, et je tiens vraiment à remercier la Conférence des doyens pour sa contribution sur ce point, en particulier parce qu'il y en a bien d'autres. La rénovation du statut des CCUAH est une des 10 propositions portées par la conférence, par les conférences, dans le cadre de ces assises. Et je souhaite donc, en lien fort avec le ministre de la Santé et de la Prévention, comme Aurélien Rousseau l'a dit,
l'ouverture d'un groupe de travail dédié à la rénovation de ce statut de CCUAH qui se basera sur les travaux déjà entamés par les conférences et dont les conclusions devront permettre de mettre en œuvre avant l'été prochain un véritable choc d'attractivité pour l'entrée dans les carrières hospitalo-universitaires. Un autre enjeu important pour les années à venir est notre engagement, et Aurélien Rousseau l'a dit, en faveur des territoires. Beaucoup d'entre vous appellent à favoriser cette universitarisation, on s'entraîne beaucoup pour le dire tous les deux, cette universitarisation des territoires. Différentes expérimentations existent et suscitent déjà à la fois beaucoup d'intérêt, mais aussi d'enthousiasme, mais elles rencontrent, on le sait, des difficultés de mise en œuvre. Là encore, avec le ministre de la Santé et de la Prévention, nous souhaitons d'abord tirer les leçons de ces expérimentations, puis pouvoir identifier les éventuelles mesures nécessaires pour faciliter ce mouvement de territorialisation, de l'universitarisation. Aurélien Rousseau l'a mentionné, vous aurez l'occasion de voir ce point particulier durant ces assises avec notre collègue Agnès Firmin-Lebaudot et de commencer cette réflexion pour pouvoir la poursuivre et prendre ces mesures. Tous les trois, nous souhaitons que les discussions non seulement se poursuivent, mais se concrétisent au début de l'année 2024 par la définition d'un cadre liant l'université, le CHU et les établissements non universitaires du territoire qui souhaiteraient faire alliance. Nous souhaitons évidemment impliquer dans ces discussions les collectivités locales qui sont aussi au cœur de ces préoccupations. Je ne peux pas ne pas évoquer évidemment les évolutions liées à la formation que vous avez accompagnées ces dernières années. La réforme de l'entrée des études de santé fait l'objet actuellement d'une évaluation dont nous aurons à tirer ensemble les conséquences visant à améliorer non seulement la lisibilité et l'efficacité des modalités d'entrée dans ces études de santé, et je dis bien l'ensemble des secteurs des études de santé. La réforme du second cycle des études médicales fait l'objet actuellement d'un travail intense de tous, je le sais, et je voudrais vous en remercier. Et je sais combien votre engagement, votre investissement et le temps investi dans cette réforme est important. Je sais aussi pouvoir compter sur l'engagement de chacun pour que cette première session des Écosses que nous allons connaître en mai prochain soit un succès. Vous le savez, et vous le savez mieux que moi en étant tous les jours sur le terrain à côté de nos étudiants, qu'il s'agit de 6 ans de travail difficile pour l'ensemble de nos étudiants qui doivent aussi se projeter dans cette carrière que l'on veut attractive, sur laquelle vous êtes là pour réfléchir à cette attractivité. Donc ce rendez-vous de cette réforme de second cycle et ce rendez-vous des Écosses, nous ne pouvons pas le manquer et nous y travaillerons avec vous. Enfin, le troisième cycle de nos études de santé fait également l'objet de réformes à la fois passées, mais aussi à venir. Je pense aux formations d'odontologie et de pharmacie, dont je souhaite que les discussions en cours aussi puissent aboutir pour une mise en œuvre dans les plus brefs délais. Je pense aussi à la mise en place du troisième cycle de maïeutique, pour laquelle nos administrations sont pleinement engagées aux côtés de toutes les parties prenantes de la formation et de la profession des sages-femmes. Et je voudrais remercier particulièrement Fabienne Darcé, présidente de la Conférence nationale des enseignants en maïeutique, et aussi le professeur Vianney Descroix, président de la Conférence des doyens des facultés d'odontologie, et le président Vincent Lisowski, président de la Conférence des doyens de la faculté de pharmacie, pour leurs engagements respectifs dans ces réflexions et dans l'accompagnement de l'ensemble de ces réformes importantes. Enfin, je voudrais conclure mon propos en évoquant, comme l'a fait Monsieur le ministre, le travail en cours du binôme d'Anne-Marie Armenteras et de Manuel Tunon-de-Lara, que je salue ici, et avec Roland Lescure, Aurélien Rousseau et moi-même, et je pense que cette chaîne de ces 3 ministères représente bien aussi, parce que derrière, finalement, ce modèle hospitalo-universitaire de la recherche aux soins, eh bien aussi, il y a toute la partie industrielle des médicaments et de ce qui vous permet aussi de faire ce soin pour les patients.
eh bien, nous avons souhaité donner mission à ces 2 experts du monde hospitalo-universitaire pour contribuer à cette mise en œuvre de ce plan de rénovation de la recherche biomédicale que nous appelons tous de nos vœux. Effectivement, l'évolution du rôle de l'INSERM, mais outre cette évolution de ce rôle vers celui d'agence, de programme que j'ai déjà évoqué, que nous avons déjà évoqué, nous souhaitons une meilleure coordination des acteurs de la recherche biomédicale autour de l'université chef de file, en lien avec tous les acteurs du soin, les équipes de recherche et les industriels du territoire. L'objectif est d'obtenir une stratégie commune et efficace au niveau de ces sites, en bonne articulation avec la stratégie nationale dans le domaine de la biologie et de la santé. La mission travaille à un ensemble de mesures indispensables permettant de renforcer non seulement cette attractivité du secteur hospitalo-universitaire, qui rejoignent aussi ce que j'ai eu l'occasion d'évoquer dans le secteur de la recherche, de l'industrie, du soin, et cet ensemble faisant un tout, et finalement doit devenir notre ADN commune. Nous attendons leurs conclusions pour le début de l'année 2024, et ils participent aujourd'hui à vos travaux pendant ces 2 jours, et donc vous aurez le plaisir, mais aussi la chance d'échanger directement avec eux pour contribuer à alimenter cette réflexion. Vous le voyez, la tâche qui nous attend, qui vous attend et qui nous attend collectivement est immense. Nous sommes déterminés, comme l'a dit Monsieur le Ministre, de travailler avec vous parce que, d'abord, je crois que nous n'avons pas juste le choix de ne pas le faire et de ne pas franchir cette nouvelle étape, cette étape de réflexion, de mesures que nous avons déjà prises, qui parfois, et Aurélien Rousseau l'a dit, étaient des mesures de juste rattrapage, de juste remise à niveau. Mais aujourd'hui, pour rester au premier plan de la recherche au niveau international, pour rester à l'écoute et aussi offrir à nos étudiants des formations de qualité dans les meilleures conditions et avec l'attractivité qu'ils méritent et dont nous avons besoin, et puis pour offrir aussi ce soin de qualité aux malades, aux patients et à la nation tout entière, eh bien nous devons être non seulement force de proposition chacun dans notre domaine, et je voudrais sincèrement vous remercier pour les propositions que nous avons déjà eues, sur lesquelles nous allons collectivement travailler ensemble, vous dire que vous pouvez compter sur nous au niveau du gouvernement et de cet interministériel. Et je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes 18e assises hospitalo-universitaires. Je vous remercie.